si je pouvais vous définir un peu la définition de la formation tout au long de la formation tout au long de la vie, c'est un continuum entre la formation initiale, la formation générale et aussi la formation professionnelle. Aujourd'hui en France, et depuis 2002, grâce à la loi travail et grâce à la mise en place de la validation des acquis de l'expérience, on reconnaît aussi qu'on apprend on n'apprend pas uniquement sur les bancs de l'université, sur les bancs de l'école, on apprend également en entreprise. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît aujourd'hui, grâce au dispositif de la validation des acquis, et vous savez qu'aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, on peut obtenir un diplôme sans passer par la case formation, et obtenir un diplôme grâce à l'expérience qu'on a acquise. Donc, dans la formation tout au long de la vie et dans la formation continue, sont incluses aussi toutes ces possibilités d'apprentissage que l'on peut avoir justement dans les entreprises et également toutes les démarches professionnelles qui accompagnent les salariés. Je fais un bilan de compétences, par exemple, parce que je ne sais pas où je vais, je fais un bilan de compétences, c'est aussi une démarche de formation tout au long de la vie. Donc, quel est le plan que je vous propose aujourd'hui? 4 grandes étapes. Première étape, quelles sont l'importance et les objectifs de la formation continue? Les principaux dispositifs pour la formation continue en France. Alors, j'ai vraiment pris les principaux, parce qu'il y en avait énormément. Et donc, j'ai vraiment récupéré en tous les cas, gardé que les plus importants. Les freins au développement de la formation continue. Et nous finirons par les évolutions récentes de la formation en France. Alors, premier, quelle est l'importance et quels sont les objectifs de la formation continue? Monsieur le Président en a parlé. La première des choses, nous assistons à un changement, à des mutations qui sont très très rapides aujourd'hui. Un salarié qui a été formé en 1994, qui a obtenu son diplôme en 1994, si vous le mettez aujourd'hui sur le marché de l'emploi et s'il n'est pas passé par la formation tout au long de la vie, effectivement, alors je ne dirais pas que son diplôme est obsolète, mais malheureusement, il ne sera pas à la page. D'accord? Donc, première des choses, la formation tout au long de la vie nous permet tout simplement de nous adapter au changement face aux mutations technologiques. Deuxième chose, ça permet à tout salarié un développement professionnel et personnel. Toutes les enquêtes le démontrent, un salarié qui est formé, un salarié qui va régulièrement en salle de formation est un salarié épanoui. Parce que ça lui permet tout simplement de rencontrer d'autres collègues, de confronter ses expériences avec d'autres personnes et ça lui permet un épanouissement personnel. Troisième impact sur les salariés, c'est l'employabilité. C'est un des objectifs essentiels du gouvernement français aujourd'hui, c'est d'assurer l'employabilité des salariés. Bien évidemment, pour éviter que le taux de chômage n'explose. Et enfin, la promotion de l'inclusion sociale. Aujourd'hui, grâce à la formation tout au long de la vie, n'importe quel salarié, quel que soit son statut professionnel, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, il a accès à la formation tout au long de la vie. Donc, premier impact pour les individus. Alors, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je m'appelle Nara. Alors, tout le monde a écorché mon nom, mais c'est un nom d'usage. Ouberlé, mon nom de jeune fille, c'est Yassine. Voilà, donc c'est plus facile, Nara Yassine. Donc, j'ai quitté le Maroc en 2006. J'étais enseignante à l'université, moi aussi. Donc j'étais l'ancienne de vos collègues. J'ai commencé ma carrière à l'École supérieure de technologie de Casa. Ensuite, j'ai été à l'École supérieure de technologie de Salé. Et aujourd'hui, je suis déléguée territoriale du CNAM. Alors, c'est le Conservatoire national des arts et métiers de Strasbourg. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre hier que je deviendrai déléguée territoriale à la rentrée, quand je rentre au Maroc, toute l'Alsace. Alors, le CNAM, vous connaissez un peu, hein, c'est un des ancêtres justement de la formation continue, un des ancêtres de ce qu'on appelle, nous, la PSD, la promotion supérieure du travail. Conservatoire national des arts et métiers, un organisme qui a été créé en 1794, et l'objectif du CNAM, c'était justement la formation tout au long de la vie. Vous voyez, c'est beaucoup plus ancien que la formation continue qui a été mise en place au Maroc. Elle date de 1794. Vous m'entendez pas? Excusez-moi. 1794, les premiers cours du CNAM ont été diffusés à la radio. C'était l'objectif de l'abbé Grégoire qui a créé le CNAM, c'était justement que tout le monde puisse accéder à la formation et que tout le monde puisse justement s'enrichir et monter en compétences. Alors, quelle est justement, si je pouvais vous définir un peu la définition de la formation tout au long de la vie,
La formation tout au long de la vie, c'est un continuum entre la formation initiale, la formation générale et aussi la formation professionnelle. Aujourd'hui en France, et depuis 2002, grâce à la loi travail et grâce à la mise en place de la validation des acquis de l'expérience, on reconnaît aussi qu'on apprend on n'apprend pas uniquement sur les bancs de l'université, sur les bancs de l'école, on apprend également en entreprise. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît aujourd'hui, grâce au dispositif de la validation des acquis, et vous savez qu'aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, on peut obtenir un diplôme sans passer par la case formation et obtenir un diplôme grâce à l'expérience qu'on a acquise. Donc, dans la formation tout au long de la vie et dans la formation continue, sont incluses aussi toutes ces possibilités d'apprentissage que l'on peut avoir justement dans les entreprises et également toutes les démarches professionnelles qui accompagnent les salariés. Je fais un bilan de compétences, par exemple, parce que je ne sais pas où je vais, je fais un bilan de compétences, c'est aussi une démarche de formation tout au long de la vie. Donc, quel est le plan que je vous propose aujourd'hui? 4 grandes étapes. Première étape, quelles sont l'importance et les objectifs de la formation continue? Les principaux dispositifs pour la formation continue en France. Alors, j'ai vraiment pris les principaux parce qu'il y en avait énormément. Et donc, j'ai vraiment récupéré en tous les cas, gardé que les plus importants. Les freins au développement de la formation continue. Et nous finirons par les évolutions récentes de la formation en France. Alors, premier, quelle est l'importance et quels sont les objectifs de la formation continue? Monsieur le Président en a parlé. La première des choses, nous assistons à un changement, à des mutations qui sont très très rapides aujourd'hui. Un salarié qui a été formé en 1994, qui a obtenu son diplôme en 1994, si vous le mettez aujourd'hui sur le marché de l'emploi et s'il n'est pas passé par la formation tout au long de la vie, effectivement, alors je ne dirais pas que son diplôme est obsolète, mais malheureusement il ne sera pas à la page. D'accord? Donc, première des choses, la formation tout au long de la vie nous permet tout simplement de nous adapter au changement face aux mutations technologiques. Deuxième chose, ça permet à tout salarié un développement professionnel et personnel. Toutes les enquêtes le démontrent, un salarié qui est formé, un salarié qui va régulièrement en salle de formation est un salarié épanoui. Parce que ça lui permet tout simplement de rencontrer d'autres collègues, de confronter ses expériences avec d'autres personnes et ça lui permet un épanouissement personnel. Troisième impact sur les salariés, c'est l'employabilité. C'est un des objectifs essentiels du gouvernement français aujourd'hui, c'est d'assurer l'employabilité des salariés. Bien évidemment, pour éviter que le taux de chômage n'explose. Et enfin, la promotion de l'inclusion sociale. Aujourd'hui, grâce à la formation tout au long de la vie, n'importe quel salarié, quel qu'elle soit son statut professionnel, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, il a accès à la formation tout au long de la vie. Donc, premier impact pour les individus. Maintenant, pour les entreprises. Un salarié formé, qu'est-ce que ça apporte à une entreprise? Bien évidemment, pour une entreprise, c'est un facteur de compétitivité. Plus mes salariés sont formés, plus je suis compétitif en tant qu'employeur. Deuxième facteur de motivation. Comme je vous disais tout à l'heure, ça permet un épanouissement personnel, ça permet de motiver mes salariés et ça permet également de les faire progresser. Un salarié qui reste toujours sur le même poste, qui n'est pas formé, qui reste toute sa vie, s'ennuie forcément, s'installe une routine et vous risquez, et on passe au troisième impact, vous risquez de perdre vos salariés. C'est ce qu'on appelle un facteur de fidélisation. En France, nous avons connu, comme aux États-Unis, après le Covid, la grande démission. Aujourd'hui, par exemple, moi, au CNAM Grand Est, je passe mon temps à recruter. J'en parlais tout à l'heure avec un de vos partenaires sociaux. Je passe mon temps à recruter parce que le turnover est devenu tellement important, cette jeunesse est très volatile, elle a besoin justement constamment elle est assoiffée de connaissances, et tant mieux. Donc, la formation tout au long de la vie permet justement de fidéliser les jeunes salariés et les plus anciens. Troisième impact pour l'économie d'un pays, première des choses, l'augmentation de la qualité du capital humain. Le capital humain, grâce à la formation tout au long de la vie, devient plus performant, plus innovant et plus créatif. Et ensuite, c'est un moyen de lutter contre les dysfonctionnements sur le marché du travail et bien évidemment de régler le problème du chômage structurel que connaît beaucoup de pays. Alors,
Maintenant, les principaux dispositifs de la formation. Alors, j'ai vraiment, et M. Atrassi m'avait bien demandé de réduire, parce qu'il y en existe énormément, mais j'ai pris ceux qui sont les plus utilisés en France. Le premier dispositif, c'est ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation. Qu'est-ce que le CPF? Chaque salarié en France dispose d'une sorte de bourse qui est abondée par son employeur. Tous les ans, moi, en tant que salarié, je reçois 500 euros. Donc, j'ai une petite bourse qui est mise à ma disposition. Donc, pourquoi moi 500 euros? Parce que je suis diplômée d'un master, diplômée de plusieurs diplômes. Donc, les personnes qui sont sous-qualifiées, BEP, CAP, obtiennent 800 euros. D'ailleurs, les personnes en situation de handicap aussi, pour permettre aussi l'inclusion, elles aussi ont une bourse de 800 euros par an. Donc, ce CPF, je peux l'utiliser comme je veux. Je peux l'utiliser comme je veux pour me former. Donc, d'où l'importance de l'auto aussi, de l'auto-formation, parce que ce sont des décisions que vous devez prendre, vous, en tant que salarié. Donc, 2 millions de personnes en 2022 ont utilisé leur CPF pour un tarif unitaire à peu près d'une formation de 1 500 euros. Alors, bien évidemment, j'arrive par exemple à une bourse de 5 000 euros. Les formations, il faut compter à peu près 7 000 euros, par exemple, pour une licence en RH au CNAM. Généralement, c'est soit l'employeur qui abonde pour finaliser et pour pouvoir financer la totalité de la formation de son salarié, soit c'est le salarié qui met la main à la poche aussi et qui finance. Deuxième dispositif, le plan de développement des compétences. Qu'est-ce que le plan de développement des compétences? Alors, c'est une nouvelle appellation. Avant, ça s'appelait le plan de formation. Je pense que ça existe encore au Maroc. Le plan de développement des compétences, toute entreprise a une obligation de former ses salariés et de proposer aux élus, donc aux représentants du personnel, un plan de développement des compétences. Dans le plan de développement des compétences, vous avez les formations obligatoires, hygiène, sécurité, bien évidemment que toutes les entreprises doivent mettre en place. Et à côté de cela, vous avez des formations qui sont mises en place par l'employeur pour pouvoir monter en compétences en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être. Monsieur le Président parlait de soft skills tout à l'heure, aussi un élément très important aujourd'hui en formation. Donc permettre de monter en compétences leurs salariés. 4 millions de personnes en 2022 ont bénéficié d'une formation via le plan de développement des compétences. Troisième dispositif, qui est un dispositif qui est nouveau, qu'on appelle la reconversion par la promotion par l'alternance. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, Macron, son objectif, c'était 1 million d'apprentis en France. L'apprentissage, c'est un dispositif qui permet à des jeunes, notamment, à des jeunes étudiants, d'être formés en même temps d'être en entreprise. Au CNAM, par exemple, le principal de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, CNAM Grand Est, c'est l'alternance. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de payer mon salaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos élèves sont 2 jours en formation, 3 jours en entreprise. Alors vous avez d'autres parcours, ils sont une semaine, notamment les informaticiens. Mais toutes les autres filières, elles sont 2 jours, 3 jours. Ça permet de combiner et formation et entreprise. Bien évidemment, ces formations ne sont pas prises en charge par les élèves, elles sont prises en charge par ce qu'on appelle les OPCO. Les OPCO, ce sont des organismes qui collectent la taxe d'apprentissage et qui après redistribuent. Une formation, une licence RH par exemple au CNAM coûte à peu près 7 000 euros. D'accord? Donc je suis jeune salarié, je suis formé, mon entreprise me paye mon salaire et mon OPCO de l'entreprise, donc l'organisme collecteur agréé, prend en charge ma formation. D'accord? Et à côté de cela, l'État donne une aide à l'entreprise à hauteur de 6 000 euros. Elle a réduit, elle est passée de 8 000 à 6 000, mais ils la redisent toujours et je pense que c'est notre dernière année. Donc on va essayer d'en profiter encore un an et après on verra comment on va s'adapter. Donc la reconversion, ça permet à des salariés, je suis en entreprise, je ne suis pas un jeune salarié, je ne suis pas un jeune étudiant, j'ai envie de me former. J'ai envie de me former parce que j'ai envie de changer de métier. Il y a une possibilité d'offre d'emploi, de poste qui m'intéresse dans mon entreprise. J'ai envie d'évoluer. La reconversion, la Pro-A, me permet moi aussi de bénéficier d'un contrat d'apprentissage dans ma propre entreprise et de me former.
Quatrième dispositif, je vous en ai parlé tout à l'heure un peu, la validation des acquis de l'expérience. Donc dispositif qui existe depuis 2002, qui permet à des personnes qui ont déjà une expérience d'obtenir un diplôme en lien avec cette expérience. J'ai accompagné aussi l'université avec le projet AMEL, je ne sais pas si vous connaissez, le projet AMEL, pour mettre en place aussi la validation des acquis à l'université Mohamed V. Alors, la VAP, rapidement, validation des acquis professionnels et personnels, est un dispositif qui permet à n'importe quelle personne qui a de l'expérience professionnelle, mais qui n'a pas le diplôme prérequis, d'accéder à une formation sans avoir le diplôme prérequis. Exemple, j'ai un bac, j'ai été assistante RH dans mon entreprise pendant des années, je souhaite accéder à une licence. Alors, pour accéder à une licence, en France, il faut avoir un bac+2. J'ai, grâce à la VAP, la possibilité d'accéder directement à la L3, à la troisième année de la licence, sans avoir le diplôme prérequis. Donc plus de 2000 VAE en France en 2022. Et donc je finis, j'ai déjà parlé de l'alternance, vous avez vu, 1 million d'apprentis. Dernier dispositif que je souhaitais partager avec vous, c'était le bilan de compétences. Dispositif aussi que vous pouvez financer, que nous pouvons financer grâce au compte personnel de formation, qui est « Je suis à la croisée des chemins, je ne sais pas où je vais, est-ce que je vais faire une formation, est-ce que je vais plutôt changer de métier ?» Le bilan de compétences, grâce généralement à un psycho du travail, je suis accompagnée, je fais des tests psychotechniques et grâce à une synthèse, j'ai une sorte de synthèse qui me dit « voilà, vous devez plutôt vous orienter vers la formation, vous devez plutôt vous orienter vers l'apprentissage, etc. » Alors, les freins maintenant au développement. Bien évidemment, il y a quand même des freins. Je vous parlais tout à l'heure de la grande démission. On a constaté depuis le Covid, nous au CNAM Grand Est, une chute vertigineuse de la formation continue et de la formation tout au long de la vie. Les gens ne veulent plus se déplacer, clairement. Ils ne veulent plus se déplacer en formation. Alors, il y a aussi le prix de l'essence qui a explosé aussi les budgets des personnes. Donc, nous avons développé, et au CNAM ça existait depuis très longtemps, ce qu'on appelle la formation à distance. Sur une classe maintenant, on va avoir 3-4 personnes, par exemple sur une unité d'enseignement gestion de la paye, on va avoir 3-4 personnes qui vont accepter de venir en présentiel et 30-40 personnes qui vont dire non c'est bon, moi je préfère faire la formation et suivre l'unité d'enseignement depuis mon canapé ou depuis ma voiture, parce que les gens sont souvent aussi en déplacement, peut-être. Donc la première des choses, pour les individus, baisse de la motivation et engagement pour les moins qualifiés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation en France où ce sont les plus qualifiés, les plus diplômés qui cherchent à se former. Alors vous allez me dire c'est génial, mais malheureusement, ce qui serait intéressant et pertinent, c'est de former les moins qualifiés. Et c'est ceux qu'on a du mal à faire déplacer, c'est ceux qu'on a du mal à convaincre. Donc de plus en plus de dispositifs, là aussi, des accompagnements personnalisés sont mis en place pour pouvoir redonner de l'appétence à ces personnes. Deuxième frein pour les individus, la période de changement technologique qui est rapide. À peine on acquiert une compétence en technologie, à peine on apprend une nouvelle méthode, changement, il faut apprendre autre chose. Donc là aussi, pour les moins qualifiés, c'est compliqué de suivre le rythme. C'est compliqué, même pour nous d'ailleurs, les plus qualifiés, c'est compliqué. Donc imaginez, lorsque j'ai pas l'habitude d'aller à l'école, lorsque j'ai pas l'habitude d'avoir une rigueur, de me retrouver tous les soirs, au lieu de m'occuper à regarder TikTok ou à regarder, moi je sais pas, Netflix, c'est compliqué de remettre ces gens, de suivre cette évolution qui est très très rapide. Troisième difficulté pour les individus, le changement au rapport au travail a évolué. Aujourd'hui, on donne de plus en plus d'importance, et je ne suis la première à dire que c'est important aussi, ce n'est pas du tout une critique, on donne de plus en plus d'importance à notre vie familiale et à notre vie privée. Le Covid nous a ouvert les yeux, peut-être, c'est incroyable, on s'est dit, j'ai quand même mon mari, j'ai quand même ma fille, j'ai quand même ma grand-mère, alors qu'avant, c'était pas important, c'est bizarre. Mais bon, en tous les cas, ça nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il n'y a pas que la formation, il n'y a pas que l'entreprise. J'ai aussi des obligations familiales. Je peux être heureuse en dehors de mon entreprise. Et donc là aussi, clairement, ça a un impact sur la formation. Pour faire revenir les gens sur les bancs d'université, ce sera un peu compliqué.
Alors maintenant pour les institutions. Donc, vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous ai dit, ils sont en train de nous réduire les prises en charge. Donc pour les institutions, la première difficulté, c'est les financements. Donc, elles se réduisent comme peau de chagrin. Donc on essaye de trouver de l'argent à droite à gauche pour pouvoir combler. Aujourd'hui, par exemple, au CNAM, on essaie, comme les formations sont prises en charge par les OPCO, comme les formations prises en charge par les OPCO se sont largement réduites, on demande un reste à charge à l'entreprise. Certaines acceptent, d'autres n'acceptent pas. Donc forcément, ça aussi, ça a un impact. Deuxième frein pour les institutions, l'adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. Et Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure, il est très important aujourd'hui de se rapprocher des entreprises pour pouvoir adapter les catalogues de formation aux besoins des entreprises. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, au CNAM, on n'a plus de catalogue. On a changé carrément notre vision des choses. Nous avons des commerciaux qui partent en entreprise. J'ai bien dit commerciaux, hein, j'ai choisi le terme, ce n'est pas des enseignants. Hein. Je précise ce terme. Des commerciaux qui partent en entreprise pour pouvoir adapter les formations, alors déjà faire une analyse des besoins bien évidemment avec le RH, avec le responsable des ressources humaines, et pour pouvoir proposer une formation adaptée aux besoins des entreprises. Parce que les formations que nous proposons aux entreprises, lorsqu'elles sont issues uniquement du corps professoral, ne conviennent pas aux entreprises. Alors je sais peut-être que je vais vexer certaines personnes, mais en tous les cas, je vous parle de notre expérience au CNAM. Troisième frein au niveau des institutions, c'est justement la spécialisation des entreprises qui est de plus en plus poussée. Les entreprises, elles acquièrent des machines qui sont de plus en plus sophistiquées. Et nous, en tant qu'enseignants, en tant que professionnels de la pédagogie, on ne s'est pas forcément adapté à cette nouvelle technologie. Donc voilà pourquoi là aussi, c'est un frein. Quand on propose une formation toute faite à l'entreprise et on arrive avec son beau petit catalogue bien coloré, ça n'est pas adapté forcément à ce que l'entreprise attendait. Autre frein, les universités d'entreprise. Justement, comme nous ne sommes pas, en tant qu'universitaires, adaptés à l'entreprise, l'entreprise a de plus en plus, où nous avons plus de 70 universités d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ont créé leur propre université. Elles ont créé leur propre université parce que face à leurs demandes, on n'a pas su y répondre. Et donc aujourd'hui, vous avez plein de groupes qui forment leurs salariés dans leur entreprise. Et on verra tout à l'heure, aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles, et je vous en parlerai tout à l'heure, elles ont la possibilité de créer leur propre diplôme. Et donc justement, on a ce qu'on appelle l'émergence de nouveaux diplômes, plus de nouveaux acteurs. En France, vous avez deux types de diplômes. Vous avez les diplômes, comme au Maroc, de type LMD, licence, master, doctorat, master ER, pas master, parce qu'il y a plein de types de master, maintenant AIRE, ERE, donc vraiment les diplômes qui sont reconnus par l'enseignement supérieur. Et vous avez également ce qu'on appelle les diplômes RNCP. Le répertoire national des certifications professionnelles, qui a été créé en 2002, est un inventaire, une sorte de bibliothèque, où vous avez tous les diplômes qui sont reconnus, non pas par l'enseignement supérieur, mais par le ministère du Travail. Quel était l'objectif? Justement de se rapprocher du monde professionnel, de se rapprocher du monde de l'entreprise et de mettre en place des formations adaptées aux entreprises. Alors bien évidemment, heureusement pour nous, heureusement pour le CNAM et pour les universités, les diplômes LMD, licence, master, doctorat, sont inscrites de droit sur le RNCP, sur le répertoire national des certifications professionnelles. Pour les autres diplômes, donc on appelle titre RNCP, il y a une demande d'habilitation particulière, alors des dossiers super costauds à construire pour pouvoir être inscrits. Alors en France aussi, développement, mais pas développement, explosion d'organismes privés. Rien que, alors mon expérience au CNAM Grand Est, rien que mon expérience en Grand Est, avec le Covid et après le Covid, les organismes de formation professionnelle ont doublé. Donc on est passé de 200 à 400 organismes. Vous imaginez la concurrence et la compétition. Donc on doit être constamment à la page pour pouvoir justement adapter nos formations. Et donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, développement des universités d'entreprise, donc plus de 70 universités aujourd'hui en France qui répondent directement à leurs demandes en fait, en réalité. Et donc, ils n'ont pas besoin d'aller venir nous voir. Et donc, malheureusement, pour nous, c'est une perte.
Alors maintenant, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences au niveau de la gestion? Ben justement, j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, en tant qu'organisme de formation, alors quand je dis organisme de formation, que ce soit université, que ce soit organisme privé, quelle que soit la modalité que vous avez, nous passons d'une conception verticale à une conception horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, c'était de l'offre à la demande. J'avais mon petit catalogue, comme je vous disais tout à l'heure, en plein de couleurs, plein de dessins. J'allais en entreprise, je leur disais, ben voilà mon catalogue, maintenant vous puisez ce qui vous plaît. Ben, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, je vais en entreprise, je leur dis, ben, qu'est-ce qu'il vous faut? Comment, moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que vous choisissez mon organisme de formation? Donc vous voyez, la conception maintenant, il y a vraiment un changement organisationnel majeur dans la démarche. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de conversion. Parce que moi, en tant qu'enseignante, ben, je ne sais pas faire ça. Parce que je n'ai pas été formée. Je n'ai pas été formée en tant que commerciale, j'ai été formée pour donner un cours devant des étudiants. Donc c'est pour ça qu'on a complètement changé notre organisation au CNAM. Aujourd'hui, on a une équipe beaucoup plus importante de commerciaux que d'enseignants. Voilà, en tous les cas, juste pour vous donner un peu une image. Et enfin, donc là aussi, nouvelles compétences attendues au niveau du personnel, même au niveau universitaire, parce que le personnel doit être formé justement à ce changement de mentalité. Je dois vendre une formation. Vendre une formation, ça s'apprend aussi. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui savent vendre d'une manière innée, tant mieux pour elles, mais normalement, c'est une compétence qui doit s'acquérir. Alors, nouveau mode d'administration, donc c'est juste pour résumer, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, 2020, Covid, a obligé toutes les universités françaises à modifier brutalement la manière de dispenser les cours. Alors aujourd'hui, et tout à l'heure on en parlait avec Kalima, même nos élèves nous appellent, bon aujourd'hui vous êtes sûr qu'on est obligé de venir? Moi ce serait bien qu'on fasse le cours en distanciel. Alors, imaginez, si les étudiants peuvent se permettre de le faire, imaginez les entreprises. La plupart, donc là aussi, donc on doit adapter, c'est un changement. Alors je ne sais pas si on va revenir en arrière, moi j'y crois pas du tout. Mais bon, peut-être qu'il y aura une autre révolution et peut-être qu'on reviendra en arrière. Donc accélération brutale des mutations en cours. Alors vous voyez par exemple nous, et vous êtes le bienvenu, c'est tous les bienvenus si vous voulez un jour visiter le CNAM Grand Est, vous avez des écrans de télé partout. Bizarre, on arrive en cours, on a des écrans de télé partout, on est filmé constamment, je dis à chaque fois, comment on appelle ça? Télé-réalité, voilà, on est devenu comme la télé-réalité. Nos professeurs, alors certains s'adaptent maintenant, sont filmés en direct. On appelle ça l'adossement, c'est la nouvelle mode. Nos enseignants sont filmés en direct, et pendant qu'il fait son cours, donc il est toujours en train de se dire est-ce que je suis dans la bonne position, donc certains y arrivent, certains c'est un peu plus compliqué. Les cours sont dispensés, et c'est-à-dire qu'on a des élèves en fait, qui suivent les cours dans d'autres salles de classe, dans d'autres centres, à Épinal, parce que la région Grand Est, c'est une région aussi grande que la Belgique. On ne peut pas avoir des enseignants sur chaque, c'est impossible. Parce que quelquefois, vous avez dans une salle de cours, il y a 3 personnes. Donc c'est pas possible, on ne peut pas payer un enseignant à je ne sais pas combien d'euros l'heure de cours. La solution qu'on a trouvée, c'est justement, j'ai une télé, une caméra qui le suit. Voilà, il est là, il est... Bon, certains... On a des gens qui ont arrêté à cause de ça, mais bon, c'est... Ça dépend, il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment bien être filmés, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est juste pour vous parler de notre expérience. Et donc il est filmé en direct et on le suit. Et vous avez 3 élèves, alors qui le suivent ou qui ne le suivent pas, parce que ça aussi c'est compliqué. C'est très compliqué, parce que les jeunes, pour qu'ils suivent des cours, même déjà quand il y a le prof en face, il est sur son téléphone. Donc imaginez s'il est dans une télé et qu'il n'y a personne qui le surveille. Mais bon, ma foi, c'est la solution qu'on a trouvée aujourd'hui. Et donc c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on va rester sur cette forme d'hybridation, voilà, d'hybridation, cours distanciel, présentiel. Donc aujourd'hui, nous aussi, on se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter à ces mutations? Alors, donc, je finis avec justement, quelles sont les perspectives pour l'université Bonne-Tofel? Peut-être anticiper ce qu'il est en train de nous arriver, nous justement, parce que Monsieur le Président vous proposez à chaque enseignant de proposer une formation continue, je vous souhaite que ça marche, mais en tous les cas, nous on est plus dans une... avant de proposer, essayer de peut-être voir au niveau structurel qu'est-ce qui est possible de mettre en place, parce qu'avant de mettre en place des formations, il faut penser aussi à l'aspect budgétaire, à l'aspect financier. Formation continue, une formation ça coûte cher. Donc, quelles sont les modalités justement aujourd'hui au Maroc qui permettent, quelles seraient les opportunités de financement? Deuxième impératif plutôt, faire un diagnostic interne pour déterminer les compétences internes que vous avez, qui vont pouvoir permettre de promouvoir les formations.
Parce que les mettre en place, c'est bien, mais après, il faut pouvoir les promouvoir et les vendre. Et ensuite, pouvoir faire une étude de marché, justement, auprès de vos partenaires, hein, auprès des entreprises présentes. Et puis, j'ai bien vu, hein, Kenitra, ça fait 10 ans que je ne suis pas venue à Kenitra, c'est incroyable comme cette ville a évolué. Donc, les entreprises sont très nombreuses. Vous rapprochez des entreprises, et c'est vraiment un conseil que je vous donne, sans vouloir être condescendante, bien sûr, avec la petite expérience que j'ai, vous rapprochez de toutes les entreprises présentes sur le marché pour pouvoir adapter vos formations aux demandes des entreprises. Voilà, merci de votre attention.